sommes en 2014 et j'ai 28 ans. Après une rupture douloureuse, je décide de m'inscrire sur Tinder. Tinder, vous connaissez? C'est l'application de dating la plus rentable au monde, avec 50 millions d'utilisateurs. À l'époque, je rêve un peu d'une vie glamour et fun à la Sex and the City. Et le même jour où je m'inscris sur Tinder, je prends aussi un abonnement au Club Med Gym. À une amie, je dis en rigolant, « Tu sais, c'est le parfait package, Tinder, salle de gym. » J'ai l'impression de faire une blague. En vrai, c'en est pas une du tout. Facebook a depuis admis, dans une étude qu'il a publiée puis dépubliée, ciblé en priorité les internautes en post-rupture pour leur faire des pubs sur les activités sportives. C'est un moment de votre vie où vous êtes en effet le plus enclin à vous abonner à une salle de sport ou à décider de partir en voyage sur un coup de tête. Alors faire son profil Tinder, vous connaissez, c'est très facile. On se connecte avec Facebook, on choisit quelques photos. Voilà, là c'est le mien. À l'époque, j'avais les cheveux bruns. Et surtout, aussi, il faut remplir une petite phrase de biographie. Alors là, je me dis, bon, j'ai envie d'essayer de faire une blague, de dire un truc un peu rigolo. Je me creuse la tête quelques minutes et finalement je vais mettre que j'ai 5 étoiles sur Blablacar. Alors ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que ça allait susciter autant d'inspiration sur les mecs chez Tinder. Et oui, et alors, je vous en ai fait pourtant, je ne les ai pas tous mis. Mais pour être honnête avec vous, au début, j'ai adoré être sur Tinder. Même si les mecs me faisaient 300 fois la même blague, j'étais bien contente d'en recevoir. Et tous ces likes, tous ces swipes, tous ces matchs, je me sentais boostée, je me sentais validée. J'avais l'impression qu'on m'infusait du narcissisme en intraveineuse, qu'on me faisait des piqûres. Et je suis loin d'être la seule, en réalité, à avoir utilisé Tinder pour en faire un boost de mon ego. Selon une étude qui a été menée par l'université d'Amsterdam, c'est même la raison principale pour laquelle les femmes se connectent à Tinder, pour recevoir un petit boost de narcissisme. Les hommes, eux, ils ont plus l'espoir de faire une rencontre sexuelle. Mais pourtant, comme à une drogue, je vais développer une accoutumance à Tinder. Et je me connecte encore, dans l'espoir de retrouver cette euphorie du début, mais qu'il ne revient pas. Au contraire, les effets sur mon moral sont même de plus en plus négatifs. Et là aussi, je suis en réalité loin d'être la seule. Si on regarde juste les Google Suggest, quand on tape Tinder makes me sur Google, c'est triste, déprimé, anxieux, moche, insecure, unhappy et tout ça. Mais pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'y retourner, comme si j'étais accro. Et en réalité, c'est vrai, je suis devenue accro. Comment ça se fait? En fait, c'est tout simple. Celle qui a le mieux théorisé ça, c'est une universitaire américaine qui s'appelle Natasha Dow Schüll et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le design de l'addiction ». Ce qu'elle explique, c'est que Tinder joue les mêmes codes, c'est approprier les mêmes codes que le casino, avec un mécanisme très puissant pour nous rendre accros qui s'appelle celui de la récompense aléatoire et variable. C'est le même mécanisme qui est à l'œuvre quand vous allez dans un casino et que vous jouez à une machine à sous toute simple, avec des bananes, des cerises ou des dollars qui défilent. Et qu'à chaque fois, vous ne savez pas quelle sera la composition suivante. Des tests ont été faits sur des souris. Vous prenez des souris, vous leur donnez une petite languette. Si à chaque fois qu'elles l'activent, elles trouvent de l'eau, elles l'activeront quand elles ont soif. Si à chaque fois qu'elles l'activent, elles ne trouvent rien, au bout d'un moment, elles vont capter et elles vont arrêter de l'activer. Mais si à chaque fois qu'elles l'activent, ce qui se passe change. Si vous avez soit de l'eau, soit de la nourriture, soit rien, soit autre chose, elles vont l'activer en permanence. Et c'est exactement pareil ce qui se passe avec nous dans notre cerveau sur Tinder. On ne sait pas ce qu'on va trouver, un match, mais de qui? Un message, mais de qui? Et qui est ce mec? Et peut-être qu'il est mieux que le suivant, peut-être qu'il est moins bien, ou peut-être que je le connais, etc. Ce qui fait que ça nous accroche tout simplement comme des petites souris. Et puis un matin, en lisant aussi un article, j'ai découvert que nous avions tous une note secrète de désirabilité sur Tinder, un Elo Score, à laquelle nous n'avons pas accès.
Alors, Elo Score, ça vient pas du anglais hello, ça vient du nom d'un mathématicien hongrois qui s'appelle Arpad Elo. Voilà, le voici. Alors, c'est un mathématicien hongrois qui, dans les années 70, avait inventé un système de classement statistique pour les joueurs d'échecs. C'est un système très simple. Quand vous êtes un joueur d'échecs et que vous jouez une partie contre un excellent joueur, si vous gagnez contre lui, votre cote monte. Sur Tinder, si quelqu'un de jugé très désirable, très beau, vous like, votre cote monte. Aux échecs, si vous perdez contre un joueur médiocre, votre cote descend. Sur Tinder, si une personne considérée comme peu désirable, vous soyez pas gauche, votre cote descend aussi. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de notes? J'ai compris que le but, c'était de mettre les beaux avec les beaux, les moches avec les moches et les moyens avec les moyens. C'est expliqué comme ça dans le texte de l'article que j'avais lu par le responsable produit de l'époque qui s'appelle Jonathan Badin, qui a depuis été licencié de Tinder. Il explique, comme dans le jeu vidéo World of Warcraft, quand vous affrontez quelqu'un avec un très bon score, à la fin, vous obtenez plus de points que si vous affrontez quelqu'un avec un moins bon score. Et à la lecture de cet article, je me suis rappelé à peu près 5000 mauvais souvenirs à la fois. Ce sentiment diffus qu'on connaisse une majorité de femmes et d'hommes aussi, d'être jugé sur son apparence, de savoir que parfois, avant même que vous ayez ouvert la bouche, que quelqu'un ait entendu le son de votre voix ou écouté ce que vous ayez à dire, il a juste regardé votre tronche et il s'est fait une idée sur vous, il a jugé quelle était votre valeur. Ça m'a rappelé aussi des mauvais souvenirs de gamine, de collégienne. Moi, je me souviens quand j'étais en 4e, il y avait un garçon de notre classe qui avait noté toutes les filles. Moi, il m'avait mis 5 sur 10 parce que j'étais sympa, mais un peu trop grosse. Alors là, j'ai regardé mon téléphone et je me suis dit, en fait, est-ce que quelque chose a changé depuis cette époque? Est-ce que c'est la loi du collège qui continue et qui est maintenant intégrée à l'intérieur même de mon téléphone, qui est en train de m'évaluer maintenant sur ma valeur dans un marché de la séduction, peut-être même à cet instant-là, sans que je le sache, sans que je sois prévenue, sans que j'y ai consenti et sans que je puisse faire quoi que ce soit pour le contester. Là, je me suis dit, il faut que j'en sache plus. Je veux trouver mon Elo Score, ma note secrète de désirabilité. Alors, il faut savoir que commencer une enquête, quand on est journaliste, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé ou dans les séries façon newsroom. Pas de rendez-vous la nuit dans un sous-sol, personne vient déposer de clé USB sur votre paillasson pendant que vous dormez. Non, la réalité, c'est que vous envoyez plutôt comme un commercial en opération prospection, vous envoyez des dizaines et des dizaines et des dizaines de mails auxquels personne ne répond. Au bout d'un moment quand même, j'ai reçu l'aide précieuse de 2 personnes, Paul-Olivier Dehaye, qui est un mathématicien suisse et un militant des données personnelles, et Ravi Naik, un avocat des droits humains. Les deux m'ont permis de mener ma quête. Et j'ai rencontré donc Paul-Olivier d'abord dans un café, et ça l'a fait marrer que je sois indignée par le concept de Elo Score. Il m'a dit, mais en fait, ce n'est qu'un détail, le Elo Score, dans le monde dans lequel on vit. Il m'a expliqué ceci. Vous êtes évalué une centaine de fois par jour, sans même vous en rendre compte. Vos données personnelles servent à vous attribuer une note sur Tinder, oui, mais décident aussi à quelles offres d'emploi vous avez accès sur LinkedIn, combien vous allez payer pour assurer votre voiture, si vous pouvez contracter un emprunt, et demain, quelle publicité vous verrez dans le métro. Nous nous dirigeons vers un monde de plus en plus opaque, de plus en plus abstrait, où des données collectées sur vous sans même que vous le sachiez, peut-être des données vieilles de plusieurs années, auront des conséquences immenses sur votre vie. Au final, toute votre existence sera bouleversée, prédéterminée par toutes les données collectées sur vous. Alors, quand j'ai rencontré Paul-Olivier, après, je l'ai laissé, je l'ai quitté pour rentrer chez moi. J'ai marché donc dans la rue et j'ai regardé la rue autour de moi de façon différente. Je me suis dit, quand je navigue sur Internet ou depuis mon téléphone, tout l'univers virtuel dans lequel je navigue est adapté en temps réel et façonné pour moi en temps réel. Et c'est comme si, du coup, quand je marchais dans cette rue, elle changeait en direct. Alors j'ai tourné la tête, j'ai vu une pub et je me suis dit, ah bah oui, c'est comme si là, cette pub aurait été pensée sur mesure en fonction de mon âge, ma taille, mon passé, mes difficultés personnelles, mes émotions. Cette une de journaux en fonction de mes idéologies, mes pensées politiques, soit pour les flatter, soit pour les exaspérer, afin de générer un engagement de ma part.
Et puis cette fête à laquelle je me rendais après ce rendez-vous, j'ai imaginé qu'en fait c'était comme si tous les mecs qui étaient jugés comme trop beaux pour moi ou trop moches pour moi, on leur avait donné une cote et que j'avais tout simplement pas la possibilité même de les voir, qu'ils avaient été supprimés de mon champ de vision. Et c'est là que j'ai compris que ma quête, elle s'inscrivait dans un mouvement politique global, celui du capitalisme de surveillance. Celle qui a théorisé ça, c'est une universitaire américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui a écrit un livre qui est sorti en janvier dernier sur la question justement de l'exploitation de ces données personnelles et comment nos faits et gestes sont épiés pour fournir une meilleure réponse marchande à nos émotions. Mais pour revenir à ma quête, grâce à Paul Olivier et à Ravi, j'ai enfin reçu un jour, un lundi après-midi, une réponse de Tinder. Ce moment, je m'en souviendrai à peu près toute ma vie, parce que quand ils m'ont enfin répondu, donc j'ai ouvert leur mail, ils m'expliquaient d'abord ne pas donner suite à ma demande de Hello Score, mais m'envoyer toutes mes données personnelles dans un fichier PDF à côté. Alors j'ai ouvert ce fichier, il était 14 heures, j'ai fini de le lire, il était 22 heures, parce qu'en fait il faisait 800 pages. Il y avait donc 800 pages d'informations collectées sur moi. D'abord, des infos très banales, celles que j'avais fournies, en me connectant avec mon Facebook, en connectant mon compte Instagram, en écrivant ma fameuse biographie sur Blablacar, et principalement ça, et aussi mes likes Facebook. Et puis il y avait aussi la liste de tous mes matchs. Et là, en lisant ça, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait la personne qu'on croit être sur les réseaux sociaux, puis il y a la personne qu'on est vraiment. Moi, on m'aurait demandé en toute sincérité, sur les 2 ou 3 ans où j'ai eu Tinder dans ma vie, à combien de personnes j'avais parlé. J'aurais répondu, je sais pas, une quarantaine. En réalité, j'avais échangé avec 842 personnes. Bon, il y avait une grande majorité qui étaient des saluts que j'avais complètement oubliés. Mais là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Moi, j'étais la première à critiquer les mecs qui copie-collent les blagues, qui arrêtent de parler d'un instant à l'autre, ou qui branchent 16 filles en simultané. Eh ben, je me suis rendu compte que j'étais exactement pareil. Et que moi aussi, j'étais cette fille qui fait la même blague ou qui ironise sur les mêmes sujets auprès de tout le monde. Moi, mon truc, c'était la loose. Alors, je suis allée voir un sociologue qui s'appelle Eric Klinberg, qui a écrit un livre avec Aziz Ansari, le comédien, qui s'appelle Romance moderne, une enquête. Je lui ai dit, ouais, je suis assez étonnée de lire mes données personnelles et de voir comment je me comporte. Et il m'a dit, ah, moi, je ne suis pas du tout surpris. Ce que tu décris, c'est très banal. De plus en plus, en fait, sur les réseaux sociaux, les réseaux de dating, on s'en sert comme d'un exutoire, comme d'un défouloir. Puis après, on pose son téléphone et on oublie ce qui vient de se passer ou ce qu'on vient de faire. Alors toutes ces informations, elles m'ont été très utiles pour mener mon introspection, pour réfléchir à mon comportement sur les réseaux sociaux. Mais elles sont aussi très utiles à Tinder, parce qu'évidemment, tous ces messages, tous ces matchs sont aussi analysés par l'application. Ils sont d'abord très utiles pour savoir à quel moment vous proposez d'acheter un boost ou de souscrire à l'option Tinder Gold pour booster votre présence sur l'application ou pour passer sur un autre site de la galaxie Match.com, parce que Tinder est donc détenu par la société Match, qui détient OkCupid, qui détient Plenty of Fish, qui détient Mythic. Et elles sont aussi très utiles à Tinder, tout simplement pour être vendues. N'importe qui peut acheter sur Internet des profils complets de personnes qui se sont inscrites sur des sites de dating. Ça coûte pas cher du tout. Vous pouvez en acheter 1 millier ou 2 milliers sur le site usdating.org. Donc là, vous pouvez vous connecter même maintenant. Et vous voyez, vous pouvez acheter 1 millier de profils premium est-européens pour 35 $, ou 1 millier de profils premium masculins pour 35 $ aussi. Ça ressemble après à ça. Vous avez toutes les infos sur la personne que j'ai anonymisée donc avec grand talent. Et vous avez aussi donc son email, son nom, les informations la concernant, sa date de naissance, sa phrase de description. Et selon l'ONG Tactical Tech, qui est une ONG allemande de défense des droits numériques, et qui a mené l'enquête sur ce site Dating Business, vous trouvez aussi par ici des profils Tinder. Et toutes mes 800 pages, alors, elles sont aussi utiles à Tinder, car grâce à ces messages, il se réserve la possibilité de déduire notre QI à partir de nos messages.
d'étudier le nombre de mots compliqués qu'il y a dans les phrases, la vitesse à laquelle on écrit et le nombre de mots par phrase qu'on emploie pour déduire quel est notre degré d'intelligence, pour nous faire matcher avec des gens d'un degré similaire. Ces techniques, en effet, elles existent. Elles ont été développées par l'armée américaine dans les années 70 à des fins d'espionnage. Aujourd'hui, Tinder se réserve la possibilité de les employer à des fins de matching. Évidemment, tout ça, quand vous vous connectez à Tinder, on ne vous le dit pas. Vous n'avez pas une petite notification sur votre écran avec inscrit « Attention, vos messages peuvent être lus, analysés, décortiqués pour en déduire votre QI ». Non. Toutes ces infos, moi, j'y ai eu accès parce que j'ai trouvé le brevet de Tinder en menant mon enquête. Un brevet, c'est un document qu'une entreprise dépose auprès d'un office, ici donc l'Office américain des brevets, pour qu'une invention devienne sa propriété intellectuelle. Alors attention, ce n'est pas la description exacte de ce qui se passe dans les serveurs de Tinder à l'heure où aujourd'hui même ou ce matin. C'est la description, selon les spécialistes que j'ai rencontrés, de leur feuille de route, de leur état d'esprit. Alors ce document, il fait 27 pages dans un anglais technique, où vous voyez du coup l'acte de naissance du swipe, avec Sally qui fait un cœur, l'acte de naissance du match, et puis l'acte de naissance d'un système de matching radicalement opposé à l'apparente simplicité qui a fait le succès de l'application. On y découvre par exemple l'existence d'une fonctionnalité qui s'appelle sens du destin. Ça veut dire que l'application se réserve la possibilité de nous chercher des points communs avec les autres utilisateurs pour nous les présenter en priorité. Des points communs tels que les mêmes initiales, les mêmes dates de naissance, la même profession, le même lieu de naissance ou les mêmes centres d'intérêt, pour nous les présenter. Pourquoi ils estiment qu'il y a plus de chances? Parce qu'ils veulent créer un faux sense of fate, sens du destin, pour qu'on croie à un hasard. Je me suis renseignée auprès de psychologues. En effet, les personnes, quand elles tombent amoureuses, elles aiment se chercher des points communs pour se dire que leur rencontre était prédestinée. Ça s'appelle le mythe fondateur d'un couple. Si vous cherchez dans votre passé amoureux, vous l'avez sans doute déjà fait. Du coup, moi, en lisant ça, j'ai trouvé ça à la fois presque poétique, qu'on soit mignon comme ça, à s'attacher à ce genre de détails, et puis aussi terrifiant. Parce que je me suis dit, à quel point c'est possible de me manipuler? Est-ce que je suis finalement un Sims pour ces applications-là? Dans ce document de 27 pages, j'ai aussi découvert une fonctionnalité qui, là, est pour moi, la plus frappante. Vous pouvez donc être évalué sur Tinder sur votre attractivité, sur votre niveau d'intelligence, mais aussi sur votre niveau de diplôme ou votre niveau de revenu. Ça, ce sont des informations que nous leur délivrons quasiment nous-mêmes sur un plateau en nous connectant avec Facebook. Et surtout, ces informations peuvent être utilisées pour évaluer les hommes et les femmes différemment. Je m'explique. Dans le brevet, il est écrit noir sur blanc qu'un homme qui aura fait des bonnes études et qui gagne bien sa vie aura des points bonus, quand une femme qui a fait des bonnes études et qui gagne bien sa vie aura, elle, des points malus. Je répète, un homme qui gagne bien sa vie est favorisé, une femme qui gère sa vie est, elle, défavorisée. C'est écrit noir sur blanc, je vais vous lire un extrait. Dans le brevet, les exemples types d'utilisateurs s'appellent Harry et Sally. Harry a 10 ans de plus que Sally. Il gagne 10 000 $ de plus qu'elle et il est titulaire d'un master quand Sally d'une licence. L'algorithme attribue à Harry une note qui lui permettra d'apparaître dans les matchs de Sally. Ainsi, si c'était Sally qui avait 10 ans de plus, qui gagnait 10 000 $ de plus et qui était titulaire d'un master, l'algorithme attribue à Sally une note qui ne lui permet pas d'apparaître dans les résultats de Harry. Ce qu'il faut comprendre en fait ici, c'est que le système de matching favorise les pairs ou favorise les couples où l'homme est supérieur à la femme. Soit il aura fait davantage d'études, soit il gagnera bien sa vie, soit il sera plus âgé. Alors, vous allez me dire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la belle et le clochard, c'était pas possible sur Tinder. Et vous allez me dire, peut-être que dans la vie non plus, c'est guère possible, la belle et le clochard. Et c'est vrai. Selon l'INSEE, dans la majorité des couples, les femmes hétérosexuelles en couple sont plus jeunes que leur conjoint de 4 ans et elles gagnent 40% de moins. Mais la question que je me pose, moi, c'est pourquoi Tinder, publiquement, se positionne comme une entreprise progressiste,
a axé une partie de sa campagne de promotion sur la libération des femmes. Le 8 mars dernier, ils ont fait une campagne pour l'égalité salariale, indiquant que les femmes courageuses et audacieuses du monde entier ont plus que mérité leur place. Pourquoi ensuite, du coup, quand on lit les documents qui sont écrits de leurs mains et qui décrivent leurs entrailles, on découvre qu'ils défendent un tout autre système de valeurs. Quand on compare, par exemple, cette phrase « à travers le monde entier », des femmes remettent en question les normes de la société. Elles sont téméraires, elles sont courageuses, elles déchirent. Issu d'un communiqué de presse donc du 8 mars 2018, avec celle-ci, qui est issue du brevet. L'algorithme peut être configuré pour inclure le traditionnalisme en matière de genre et de matérialisme. Moi, je me pose quand même une petite question, au mieux de cohérence, au pire de sincérité ou d'hypocrisie. Quand j'ai posé donc cette question à Tinder, je suis allée les voir jusqu'en Californie pour leur poser la question. Ils ont refusé de me répondre. Seulement le 15 mars dernier, ils ont publié un communiqué sur leur blog indiquant avoir abandonné le Hello Score, le score de désirabilité. Et par contre, ils n'ont pas dit ce qu'ils mettaient à la place. Donc j'ai encore du travail devant moi pour enquêter. Moi, quand je me suis inscrite sur Tinder, je vous disais, je rêvais un peu d'une vie à la Sex and the City, glamour, cocktail. J'ai plutôt trouvé une vie à la Black Mirror en mode enquêtrice du futur. Mais finalement, j'en suis assez fière parce que j'étais partie chercher un mec et en fait, j'ai fini par trouver un sujet d'enquête. Et la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que j'ai fini par trouver mon Hello Score? Ça, je ne vous dirai pas. Je vous invite pour le coup à acheter mon livre qui s'appelle L'amour sous algorithme, où je vous donne plus d'informations. Je vous remercie et je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez.